BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché. Et il vient de nous rejoindre justement pour évoquer cette tendance sur les marchés aujourd'hui, les grands enjeux du jour. Charles Monod, le président de Monocle Asset Management. Bonjour Charles. Bonjour Guillaume. Et d'abord la tendance globale, ces indicateurs macroéconomiques américains, chaud-froid, vraiment, on a le chaud avec cette inflation qui reste supérieure aux attentes. Le PCE ralentit certes, mais moins qu'espéré. On a les ventes aussi, les dépenses des ménages supérieures aux attentes. Non, pas supérieures aux attentes, mais en hausse, encore en hausse, les dépenses des ménages de 0,2% malgré les resserrements monétaires. Donc ça tient et les prix reculent moins qu'espéré. Bon, et parallèlement quand même des commandes de biens durables qui, elles, se cassent la figure. Comment est-ce que vous regardez ces indicateurs ? Je regarde pas trop le détail parce que c'est très polluant et il y a beaucoup de choses, beaucoup de bruit, beaucoup de noise, comme disent les Américains. Mais on sait qu'on aura des taux plus hauts devant nous. Et on sait que les valorisations sont toujours très élevées en moyenne, même si on est revenu beaucoup sur le PE de Shiller, par exemple, qui est un indicateur de long terme. On est à un PE autour de 28 aujourd'hui. Si vous prenez le range moyen sur très long cycle, c'est entre 10 et 20. Donc on est trop haut, les marchés sont 28, trop chers. Le 28 est toujours très élevé. Il est beaucoup moins élevé qu'il y a un an, parce qu'on a baissé pas mal, mais il reste encore très élevé. Donc on est encore sur des marchés très chers et avec des taux qui vont de toute façon être plus hauts. Personne, y compris Krugman, qui dans tous les économistes que je suis, les gens brillants, même s'ils ont pu se tromper, y compris Krugman, dit l'inflation est pas derrière nous en fait. Et la Fed doit continuer, et parce que ça impacte le pouvoir d'achat de tout le monde, c'est socialement quelque chose qui coûte extrêmement cher à tout le monde. Donc il faut vraiment bloquer ça. Donc même des gens comme lui disent on aura des taux plus chers devant nous. Des valorisations très élevées, avec des taux un peu plus élevés devant nous, et des perspectives de croissance des résultats moins qui ont été revus à la baisse, et à la baisse après toute l'année. On est autour de entre 5 et 7 d'estimation de croissance de résultats l'année prochaine. Prudence. Voilà. Oui, les marchés restent peut-être encore trop chers. Ce que vous dites est surtout vrai pour les États-Unis, plus que pour l'Europe. Vous nous parliez des PE, des valorisations. L'élastique reste un peu plus tendu sur le marché américain que sur les marchés européens. Et donc quand vous dites prudence, c'est valable pour tous les marchés ou pour Wall Street essentiellement ? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une telle corrélation entre tout, quand ça commence à tanguer, que si les États-Unis baissent fortement, le reste suivra. Je pense que l'Europe a bénéficié un peu cette année du dollar et qui a pénalisé les États-Unis dans l'autre sens. Mais si tout baisse, ça baissera aussi. Et en termes de cycle, c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois, je pense qu'on est en décembre 2000. C'est-à-dire qu'on a eu une année difficile, on a baissé beaucoup, mais quand vous étiez en décembre 2000, vous aviez 50% de baisse devant vous encore. Parce que vous avez des multiples toujours beaucoup trop élevés. Pour vous donner un exemple qui m'a pas mal marqué, je viens de relire un vieux livre de Philippe Fisher. Philippe Fisher, c'est celui qui a fait, c'est quelqu'un d'important, dans les années 60, c'est celui qui a fait changer Buffett de son approche très value à son approche de stock pour le très long terme. En disant, si vous achetez des belles boîtes, vous ne vous occupez pas tellement de la valorisation, ce sera toujours bien. Philippe Fisher, il a écrit ça en 58, il a eu raison pendant 10 ou 15 ans. Mais une de ses plus belles boîtes, c'était Texas Instruments. C'était 56 de PE en 71 et ça a fait 0 pendant 10 ans. Parce que c'était trop cher. Je ramène ça tout de suite à aujourd'hui. Dassault Systèmes aujourd'hui, qui est une très belle boîte, c'est 56 de PE, c'est trop cher. C'est-à-dire si vos résultats doublent et que votre PE est divisé par 2 ou par 3, qui ramènera Dassault à une valeur, à un PE normal, bah vous allez faire 0 ou perdre de l'argent sur 5-6 ans. Et c'est toujours ce contexte-là de marché. Alors, ce n'est pas vrai sur toute la cote. Mais dans le CAC 40, par exemple, Dassault Systèmes, c'est vraiment trop cher. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la boîte. L'Oréal, c'est très cher. Donc là, on est en Europe et c'est des sociétés qui sont encore avec des valos extrêmement élevés. Et le problème que vous avez, pour bien comprendre les mouvements de prix, c'est deux choses. C'est les résultats, les earnings, et le multiple. Et quand vous avez une boîte valorisée trop cher, ce qui peut faire très mal, c'est les earnings qui baissent un peu, qui ne font pas comme attendu, plus le multiple où tout à coup on change et on dit au lieu de la valoriser 40 fois ou 50 fois, on la valorise 30 ou 20. C'est ça qui peut faire très mal, c'est à ça qu'il faut faire très attention. Et on a encore pas mal de sociétés aujourd'hui qui sont à des valos trop chers. Alors voilà, vous en avez cité deux, Dassault Systèmes, L'Oréal, le luxe, trop cher ou pas trop cher le luxe ? Enfin voilà, si on devait établir une forme de palmarès des valeurs encore trop chères à votre goût. Alors, c'est compliqué. D'autant qu'on aura les publications très bientôt qui pourraient nous aider à y voir plus clair. Ce sera peut-être plus facile de répondre à cette question courant janvier-février. Alors, c'est surtout de tenir sur le long terme et après de raisonner aussi en termes de risque potentiel. Sur une société comme LVMH, par exemple, on a vu au moment du Covid, quand une grosse partie de leur clientèle chinoise était bloquée en Chine, qu'en fait la Chine représente au-dessus de 40% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est une partie extrêmement importante. La situation chinoise est tellement compliquée en ce moment d'un point de vue économique,
avec des sociétés comme l'effondrement d'Evergrande, par exemple, était un truc qui n'aurait pas été imaginé il y a 3-4 ans, qui est arrivé aujourd'hui, qui est quand même un signe assez fort, parce que l'immobilier a tiré toute la croissance là-bas, avec des risques politiques, la situation du Covid. On rouvre, on sort. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, les épidémiologistes que je suis sur le Covid sont quand même très inquiets par la situation chinoise. Ça, c'est pas tellement dans le marché. Et l'OMS aussi. Voilà, l'OMS aussi, mais les financiers, pas du tout. Ils disent ça va passer vite et donc ils vont tout ouvrir dans 3 mois. Il n'y a pas du tout de notion où il y a un scénario qui devient un peu noir socialement. Je pense qu'il n'a pas 50% de probabilité, mais il n'a pas 0. Donc celui-là, il faut l'intégrer dedans. Et donc tout ça, pour moi, ça rend sur le luxe une partie un peu incertaine parce qu'on ne sait pas ce qui se passera sur cette partie du monde qui représente une partie très importante de votre chiffre d'affaires. Et puis à l'inverse, alors vous parlez des valeurs trop chères et vous interrogez les niveaux de valorisation du marché. À l'inverse, on a vu beaucoup de valeurs dites décotées, de value, rebondir depuis cet automne. Du coup, le regard que vous portez sur le paysage des valeurs décotées, celles qui pouvaient offrir le meilleur potentiel peut-être pour la suite, ce paysage a évolué. Enfin, certaines décotées sont désormais de fausses décotées, elles ne le sont plus tant que ça, ce sont des trompe-l'œil. D'autres restent véritablement scandaleusement décotées et vous vous dites, elles gardent du potentiel le jour où le marché repartira véritablement de l'avant. Comment est-ce qu'on peut, comme ça, comme vous venez de le faire sur les valeurs que vous jugez les plus chères ou trop chères, encore trop cher, comment est-ce qu'on peut essayer d'aborder les valeurs par l'autre prisme, l'autre bout de l'omelette en quelque sorte, les moins chères? Quelles sont celles qui restent excessivement pas chères et celles dont on disait qu'elles n'étaient pas chères et qui aujourd'hui peut-être sont moins pas chères qu'avant? Alors je pense que quand globalement le marché est cher, un peu comme c'est le cas, comme on vient de le dire sur le PE de Schiller par exemple aujourd'hui, tout est cher. Les boîtes de qualité seront plus chères que d'habitude, mais les boîtes de mauvaise qualité seront plus chères aussi. Et si vous rentrez en récession, c'est un peu plus dangereux dans tous les sens. Donc je préfère plutôt chercher des choses qui sont un peu asymétriques. Pour en donner 2 exemples qui étaient dans l'actualité aujourd'hui. Si vous prenez l'acquisition d'Activision, par exemple, par Microsoft, on vient de parler de Warren Buffett, c'est quelqu'un qui fait peu de dossiers, qui les connaît très très bien. Warren Buffett, il a pris une très grosse position sur Activision à des niveaux beaucoup plus hauts qu'aujourd'hui. Donc il joue le fait que le prix final, ce sera les $95 que va payer Activision, qui aujourd'hui cote 20, 25 ou 30% de moins que ça. Et Warren Buffett, c'est un ami intime de Bill Gates. Depuis, ils ont une très très ancienne relation, depuis les années 90, ils sont toujours restés extrêmement proches. Je pense qu'il a dû appeler son ami pour avoir une longue conversation avec lui. Et donc, il doit avoir une assez bonne vision de ce qui va se passer là-dessus. Et deuxièmement, Microsoft connaît très bien l'antitrust parce qu'ils ont eux-mêmes souffert un antitrust dans les années 2000. Donc, ils ont quand même vécu ça, donc ils savent ce qu'il faut leur répondre. Je pense que ça, c'est une opération d'investissement qui est relativement asymétrique parce qu'elle est assez indépendante de ce qui se passera d'un point de vue marché, valorisation, récession par récession ou taux. D'accord ? Et là-dessus, vous avez un payoff qui me paraît assez intéressant par rapport au risque. Et un deuxième exemple un peu différent, c'est Meta. Parce que quand vous lisez justement tous ces gens comme Philippe Fischer qui vous parlent de sociétés de qualité, de gens qui dépensent du capex, qui réfléchissent à plus tard et qui font des produits, qui essaient d'avoir une vision de long terme, il y a des moments où leur société se fait impacter parce qu'ils ne mettent pas tout l'argent pour sortir les plus beaux résultats du moment. Ils font de l'investissement pour sortir quelque chose. Et moi, je redonne un chiffre qui m'a marqué, et je pense qu'il faut quand même le garder en tête. Facebook a un budget de capex au dernier trimestre 50% plus élevé que celui d'Apple. Donc ça veut dire que Facebook cherche beaucoup plus. Et quand Zuckerberg vous dit... Et qu'il trouve beaucoup moins peut-être. Enfin, tout de suite, là oui. Il y a des chercheurs qui cherchent et des chercheurs qui trouvent. Mais quand il vous dit... c'est-à-dire que si vous êtes actionnaire d'Apple aujourd'hui, il faut bien regarder ce qui s'est passé avec BlackBerry. Il y a 15 ans, tout le monde avait des BlackBerry et personne ne pensait que ça pouvait changer. Tout à coup, les choses changent. Quand Zuckerberg vous dit on n'aura pas forcément tout le temps des petits téléphones où on appuie, à un moment ça va changer, certes, il va forcément avoir plein d'échecs, il va se tromper sur plein de choses, mais il est quand même en train de chercher quelque chose de différent et je pense que moi, en tant qu'investisseur de long terme, je suis moins inquiet avec ça qu'avec quelqu'un qui me dit ça va jamais bouger, j'ai pas peur. Surtout dans le monde d'aujourd'hui qui change aussi vite. Ça, je pense que c'est pas dans les prix de Meta aujourd'hui, donc ça, c'est pas très cher. Ben voilà quelques idées. Alors on est à quelques semaines des publications du 4e trimestre, donc qui donneront là de l'ambiance de marché en début d'année. Les banques américaines notamment vont ouvrir les publications, ce sera le 13 janvier prochain. Est-ce qu'on pourra se dire que la purge sur les marchés est passée, que les niveaux de valorisation sont finalement suffisamment tombés bas? Est-ce qu'on pourra se le dire quand on verra que les déceptions d'entreprise ne seront pas trop lourdement sanctionnées? Parce que récemment, quand il y avait des déceptions d'entreprise, à chaque fois la sanction était ou pouvait être
extrêmement lourde des marchés signe en effet qu'il y avait encore une forme de survalorisation dans le marché. Si on voit ce type de sanctions à nouveau en cas de déception à l'occasion des prochaines publications, ce sera à vos yeux le signe qu'en effet le marché reste surcoté. Mais s'il n'y a pas ce type de sanctions, s'il n'y a pas de lourde, forte baisse des différents titres en cas de déception, est-ce que pour le coup on pourra se dire l'inverse, à savoir que ça voudra dire que la valorisation des marchés est quand même peut-être correcte et que la purge cette fois est passée? Est-ce que ce serait le signal? Moi, je pense que... Je vais vous donner un exemple qui m'a marqué. RH, je ne sais pas si vous connaissez cette société, dont le patron est Gary Friedman. RH, c'est le plus gros succès de magasins de vente retail aux États-Unis dans le luxe d'ameublement aux États-Unis. Il a remonté des magasins physiques, des très beaux grands magasins magnifiques avec des restaurants qui sont un très bel exemple de shopping décrit par tout le monde avec un truc assez emblématique à New York, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le retail, il a fait toute sa carrière dedans. Il est un des premiers actionnaires de sa société. Et là, il a vendu énormément de ses actions, en fait. C'est-à-dire que sa société, aujourd'hui, donc le stock était monté à des valeurs très, très élevées en 2021. Ça a perdu 60% cette année. La société vaut 6 milliards cette année. Maintenant, à l'instant T, en capitalisation boursière. Lui, il a vendu pour 600 millions de dollars d'actions cette année, à titre personnel. Bon, quand les rats quittent le navire, c'est jamais un très bon signe, en fait. Vous avez beaucoup d'aujourd'hui de ces sociétés où les patrons de sociétés ont vendu beaucoup. Moi, je pense que c'est un marché qui va... Enfin, vous avez une année 2019, ça avait commencé là. Puis 20, il y a eu un trou d'air. Finalement, c'est remonté avec l'argent qui arrive des banques centrales. Puis 2021, qui a été tout un cycle très haussier où on faisait tout et n'importe quoi, l'argent coulait à flot, c'était ça. Ça, c'est sûr que c'est fini. On ne va pas réavoir cet argent qui arrive demain. Donc, on n'aura pas de flux entrant massif. Donc, on aura peut-être des petits mouvements, des petits rebonds de chat mort, là, dead cat bounce, comme ils disent aux États-Unis. Mais je pense pas. Je pense que, in fine, les multiples vont reprendre un peu leur poids. Ils vont réamener les choses vers le bas. La loi de la gravité. La loi de la gravité. Et en plus, c'est un espèce de pendule, en fait. Et donc, là, on était tout en haut en optimisme. Mais quand ça lâche, on s'arrête pas là, en fait. Le pendule, il part et il exagère un peu dans l'autre sens. Donc, je pense que c'est une année 2023 où, à mon avis, il faut être assez prudent. Comme je vous le disais, je pense qu'on est fin 2000. Et quand vous étiez fin 2000, vous disiez c'est fini. Sur le Nasdaq, vous alliez encore être divisé par deux. Ah oui. Et le Nasdaq en global, c'est-à-dire les petites boîtes en bas, elles ont reperdu 80 ou 90 de fin 2000 jusqu'en bas du trou. Et l'image du pendule, très très parlante en effet. Et là, on est dans la phase où le pendule remonte avant sans doute de redescendre derrière. Donc vous vous méfiez et vous voyez encore des signaux en effet de fragilité à venir pour le marché et notamment un certain nombre de propriétaires ou de grands actionnaires de sociétés qui actuellement ou qui récemment ont choisi de vendre une partie de leurs actions, partie de leurs actions, plutôt que de renforcer. C'est comme ça que vous lisez le marché en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Charles Monod, le président de Monocle Asset Management. Toujours un regard un petit peu différent sur le marché et toujours très très intéressant. Merci Charles d'être passé nous voir en direct.